Ma femme m'a tendu un test ADN, surprise, ton fils n'est pas le tien. Je lui ai donné son dossier médical, surprise, tu. Maintenant, j'ai tout ce que tu as perdu. Le relevé de carte de crédit était posé sur mon bureau comme une arme chargée, les chiffres brillant sous la lueur de ma lampe à 2 heures du matin. 6 500 € au Grand Arbor Resort & Spa. Le même week-end, Vanessa prétendait être à une conférence pharmaceutique à Albany. Je suis le docteur Greg Harper, et j'ai passé 15 ans à diagnostiquer des mensonges. Habituellement, ils viennent de patients affirmant que leur mal de dos a commencé la veille, alors que leur IRM montre des années de dommages. Ce soir, le mensonge venait de ma femme. La maison craquait autour de moi, cette vieille demeure victorienne s'installant dans une autre nuit agitée. Vanessa était à l'étage, rêvant probablement de la personne qui l'avait aidé à dépenser mon argent dans cette retraite pour couple. L'ironie ne m'échappait pas. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer sa trahison. Mon téléphone a vibré. Un SMS sur le numéro de Vanessa. Tu me manques déjà, ma belle. J'ai hâte de la prochaine fois. Ah, elle avait de nouveau laissé son téléphone en charge en bas. J'ai fait une capture d'écran du message, l'ai ajouté au dossier que j'avais commencé il y a 3 semaines. Le dossier qui avait débuté par une simple observation, ma femme depuis 18 ans avait soudainement développé un intérêt pour le yoga, la nouvelle lingerie et les soirées entre filles qui duraient jusqu'à l'aube. La porte d'entrée s'est ouverte avec son grincement familier. Les talons de Vanessa ont claqué sur le parquet, essayant d'être silencieux et échouant lamentablement. J'ai réduit la fenêtre du site bancaire et ouvert un dossier patient, l'image d'un médecin dévoué travaillant tard dans la nuit. Greg, tu es encore debout. Sa voix avait cette douceur artificielle qu'elle utilisait quand elle se sentait coupable. Les résultats de Madame Peterson sont revenus, ils sont préoccupants. Je devais tout vérifier. Je n'ai pas levé les yeux de l'écran d'ordinateur. Comment s'est passée la conférence? Ses cheveux avaient l'air fraîchement coiffés et sa peau rayonnait d'une détente qui ne vient généralement pas de journées de travail de 14 heures, mais plutôt de soins spa et de services en chambre. Épuisante mais productive. J'ai appris des choses sur de nouveaux essais de médicaments qui pourraient changer la donne. Elle s'est placée derrière ma chaise, ses mains se posant sur mes épaules. Tu devrais venir te coucher dans 1 minute. J'ai ouvert un autre dossier. Au fait, ton téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la soirée. Ça pourrait être important. Je l'ai senti se tendre. Probablement juste Mélanie. Tu sais comment elle est après quelques verres. Mélanie, sa meilleure amie et complice qui travaillait au RH dans l'entreprise de biotechnologie de Vanessa. La même Mélanie qui avait appelé à la maison le week-end dernier pour demander si Vanessa se sentait mieux, alors que Vanessa m'avait dit qu'elle passait la journée à faire du shopping avec Mélanie. Je monte bientôt, dis-je, me tournant enfin pour croiser son regard. Ses yeux étaient brillants, heureux, coupables. Je dois juste finir ça. Elle m'a embrassé sur le front, ses lèvres s'attardant un instant de trop. Le baiser de quelqu'un qui essaie de se convaincre qu'elle n'est pas un monstre complet. Après que le bruit de ses pas se soit estompé à l'étage, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et cherché Eden Brox, le « mari de bureau » de Vanessa, comme elle avait commencé à l'appeler il y a 6 mois. Le représentant commercial beau parleur qui était mentionné plus souvent dans nos conversations au dîner que nos propres enfants ces derniers temps. Son profil LinkedIn montrait un homme au début de la quarantaine, tout en dents blanches et costume coûteux, le genre de type qui conduisait une Tesla et portait un parfum qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Son statut relationnel indiquait « célibataire », mais ses photos récentes le montraient au Grand Arbor Resort, le même hôtel, le même week-end. J'ai ouvert ma base de données de patients et j'ai tapé son nom. Il y a 3 semaines, il était venu à mon cabinet pour un dépistage des IST, une procédure standard pour quelqu'un qui commence une nouvelle relation ou dont la relation actuelle est devenue compliquée. Les résultats étaient revenus il y a 2 jours. J'avais l'intention de l'appeler. Séropositif au VIH. Je suis resté à fixer l'écran, ma formation médicale en conflit avec quelque chose de plus sombre. En tant que médecin, j'avais le devoir d'informer les patients de leurs résultats. En tant que mari, j'avais le devoir de protéger ma femme. Mais quel devoir avais-je envers une femme qui dépensait mon argent pour coucher avec d'autres hommes? Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait la ligne d'urgence de mon cabinet. Docteur Harper. Greg, c'est Frankie. La voix graveleuse de mon infirmière était empreinte d'inquiétude. Désolé de te déranger, mais on a une situation. Ce type,
Brox, il n'arrête pas d'appeler toutes les heures depuis 17 heures, il exige ses résultats. Il dit que c'est urgent. Frankie Martinez était mon infirmière depuis 8 ans. Elle était débrouillarde, loyale et avait une capacité incroyable à cerner les gens. Elle savait aussi tout ce qui se passait dans notre petite ville de Nouvelle-Angleterre avant que ça n'atteigne les commérages. Urgent de quel genre? Le genre paniqué. Et aussi, Greg, j'ai vu ta femme au Gavel ce soir. Elle n'était pas seule. Le Gavel était le bar chic où les professionnels de notre ville allaient pour voir et être vus. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on va pour un verre tranquille après un long voyage d'affaires. Merci, Frankie. Je m'occuperai de la situation de Brox demain matin. Greg, sois prudent. Quoi qu'il se passe, sois juste prudent. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau, écoutant la maison se tasser autour de moi. À l'étage, Vanessa dormait probablement déjà, épuisée par sa performance. Demain, elle se réveillerait fraîche, se doucherait pour enlever l'odeur de son amant, et jouerait l'épouse dévouée autour d'un café et de toast. Mais ce soir, j'avais du travail. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à faire des listes, relevés bancaires à examiner, relevés téléphoniques à demander, un détective privé à engager, le numéro de mon avocate à ajouter à mes contacts, et les résultats du test d'Eden Brox à livrer. À 3 heures du matin, je suis enfin monté. Vanessa était recroquevillée sur le côté, son téléphone en charge sur la table de chevet. Je me suis glissé dans le lit à côté d'elle, assez près pour sentir le parfum d'un autre homme qui s'accrochait encore à ses cheveux. Elle a légèrement bougé, murmurant quelque chose qui ressemblait à « Eden ». J'ai souri dans le noir. Demain serait une journée très intéressante. Le lendemain matin apporta cet air vif d'octobre qui a rendu célèbres les cartes postales de la Nouvelle-Angleterre. Je préparais des œufs brouillés quand Vanessa est entrée dans la cuisine, déjà vêtue de son tailleur pantalon, prête à conquérir le monde de la biotechnologie. « Tu es levé tôt », dit-elle en versant du café dans sa tasse de voyage. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux résultats de Madame Peterson. J'ai glissé des œufs dans son assiette. Et à cette facture du Grand Harbor Resort. Sa tasse de café s'est immobilisée à mi-chemin de ses lèvres. Quelle facture? La facture de 6 500 € sur notre carte de crédit commune, du week-end dernier, quand tu étais soi-disant à Albany. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne que sa mère nous avait offerte pour notre 10e anniversaire. Vanessa a posé sa tasse avec un soin délibéré. Je peux expliquer. Je t'écoute. Elle s'est assise en face de moi, son expression passant à ce calme calculé qu'elle utilisait lors des réunions du conseil d'administration. La conférence d'Albany a été annulée à la dernière minute. Mélanie a suggéré qu'on prenne un week-end entre filles à la place. Pour décompresser du stress au travail. Je ne voulais pas t'inquiéter avec la dépense. Mélanie? J'ai pris une bouchée d'œufs. La même Mélanie qui a appelé ici samedi pour demander si tu te sentais mieux. Une rougeur a envahi son cou. Elle a dû se tromper. Ou tu t'es trompé sur le mensonge que tu as raconté à qui? Je me suis levé, portant mon assiette à l'évier. Au fait, ton ami Eden n'arrête pas d'appeler le cabinet. Quelque chose à propos de résultats de tests urgents. La couleur a quitté son visage. Eden? Eden Brox, ton mari de bureau. Grand, conduit une Tesla, apprécie apparemment les spas pour couple. Je me suis tourné pour la regarder. Il est venu à mon cabinet il y a 3 semaines pour un dépistage des IST. Il semble qu'il commençait une nouvelle relation et voulait être responsable. Greg, Les résultats sont revenus positifs. VIH. Je suis légalement obligé de l'informer et médicalement obligé de conseiller à toute personne qui aurait pu être exposée de se faire tester immédiatement. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le parquet. Tu es ridicule. Vraiment? Parce que je regarde des reçus de dîner romantiques, de massages en couple et d'un forfait champagne pour 2. Soit tu as développé des personnalités multiples, soit tu me mens depuis des mois. Son téléphone a vibré sur le comptoir. L'écran affichait « Eden » avec un emoji cœur. Nous l'avons tous les deux fixé. Réponds, dis-je. Greg, s'il te plaît. Réponds, ou je le ferai. Elle a attrapé le téléphone, refusant l'appel. C'est insensé. Tu es mon mari. Tu es censé me faire confiance. La confiance se mérite,
et tu as dépensé notre argent pour coucher avec un homme qui pourrait te tuer. Le silence. Les mots flottaient entre nous comme une sentence de mort. Le visage de Vanessa a traversé une série d'émotions, le déni, la colère, la peur, et enfin quelque chose qui ressemblait à du calcul. « Je veux le divorce », a-t-elle dit. « Bien. Moi aussi. » J'ai enfilé ma veste. « Mais d'abord, tu dois voir un médecin aujourd'hui. Parce que si Edenbrox t'a infecté et que tu m'as infecté, nous aurons de plus gros problèmes que la division des biens. » Je l'ai laissé debout dans la cuisine, son calme parfait finalement fissuré. Le trajet jusqu'à mon cabinet m'a fait traverser le centre-ville, passer devant l'église au clocher blanc où nous nous étions mariés, devant l'école primaire où nos enfants avaient appris à lire, devant le café où nous avions l'habitude de nous retrouver pour déjeuner quand nous nous apprécions encore. 18 ans de mariage, réduits à des relevés de cartes de crédit et des résultats d'IST. Frankie était déjà au cabinet, examinant le programme de la journée. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux sombres pleins d'inquiétude. « Tu as une sale mine, docteur. » Je me sens encore pire. Quelle est la situation avec Brox? Il a appelé 6 fois depuis que je suis arrivé à cette heure. Le dernier message disait qu'il serait là à l'ouverture, pour exiger ses résultats. Elle m'a tendu une pile de messages. Et ta femme a appelé. Elle veut prendre un rendez-vous d'urgence. Prends-lui rendez-vous pour cet après-midi. Bilan complet. Greg. La voix de Frankie s'est adoucie. Qu'est-ce qui se passe? Je connaissais Frankie depuis son adolescence. Je l'avais embauché dès sa sortie de l'école d'infirmière, quand tout le monde la trouvait trop jeune, trop brute de décoffrage. Elle leur avait prouvé le contraire chaque jour depuis et était devenue plus qu'une employée. Elle faisait partie de la famille. Mon mariage est terminé. La question maintenant est de savoir s'il va me tuer. La sonnette de la porte d'entrée a retenti. Edenbrox est entré comme s'il était chez lui. Tout en énergie nerveuse et en parfum coûteux. De près, il était tout ce que ses photos promettaient, beau, confiant, et complètement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Docteur Harper, Dieu merci. J'ai besoin de mes résultats. C'est urgent. Bien sûr, Monsieur Brox. Veuillez entrer dans mon bureau. Je l'ai conduit dans le couloir, passant devant des salles d'examen remplies d'outils de guérison, jusqu'à mon bureau privé où j'avais livré des milliers de diagnostics au fil des ans. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, nouvelle qui change une vie. Celle-ci tombait dans la dernière catégorie. Il s'est assis en face de mon bureau, sa jambe rebondissant d'anxiété. Écoutez, docteur, je sais qu'il y a la confidentialité des patients et tout ça, mais j'ai vraiment besoin de savoir. J'ai des situations qui nécessitent une attention immédiate. Je comprends tout à fait. J'ai ouvert son dossier. M. Brox, je crains que votre test VIH ne soit revenu positif. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Son visage est devenu blanc, puis gris, puis vert. C'est impossible. Je suis prudent. J'utilise toujours une protection. Le VIH peut être transmis même avec une protection, bien que ce soit moins courant. L'important maintenant est de vous mettre en contact avec un spécialiste et de commencer le traitement immédiatement. J'ai été. Il s'est arrêté, la main sur la bouche. Vous avez eu des relations intimes. Je comprends. Toute personne avec qui vous avez été proche au cours des 6 derniers mois doit se faire tester immédiatement. Il a levé les yeux vers moi avec l'expression d'un homme regardant sa vie partir en fumée. Docteur Harper, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Bien sûr. Votre femme, Vanessa. Est-ce qu'elle sait? Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage. Monsieur Brox, me demandez-vous si ma femme est au courant de votre diagnostic? Je vous demande si elle est au courant pour nous. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Je m'y attendais, je m'y étais préparé, mais l'entendre me donnait quand même l'impression d'un coup de poing dans l'estomac. Elle le sait maintenant, dis-je doucement. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Il s'est levé brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue principale. C'est un désastre. Ma carrière, son mariage, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Ce pourquoi vous avez travaillé? J'ai gardé ma voix égale, professionnelle. Monsieur Brox,
vous avez couché avec la femme d'un autre homme, en utilisant son argent pour payer des chambres d'hôtel. Vers quoi pensiez-vous travailler, exactement? Il s'est retourné et, un instant, j'ai vu quelque chose de laid dans son expression. Vous ne comprenez pas, Vanessa et moi, nous avons quelque chose de vrai, quelque chose que vous ne pouviez manifestement pas lui donner. Ce que je ne pouvais pas lui donner, c'était le VIH. Les mots ont atteint leur cible. Il s'est affaissé dans sa chaise, toute combativité l'ayant quitté. Monsieur Brox, je vais vous donner le nom d'un excellent spécialiste des maladies infectieuses à Boston. Vous devez les appeler aujourd'hui, et vous devez informer toute personne avec qui vous avez eu des relations intimes qu'elle doit se faire tester. Y compris ma femme. Surtout ma femme. J'ai rédigé l'ordonnance, la lui ai tendue par-dessus le bureau. Nos doigts se sont effleurés quand il l'a prise, et je n'ai ressenti que de la pitié pour lui. Il n'était plus qu'un patient maintenant, une autre personne dont les choix l'avaient mené à mon cabinet, en quête de salut. Docteur Harper, je suis désolé. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je le suis. Monsieur Brox, je pratique la médecine depuis 20 ans. J'ai appris que les excuses ne guérissent pas les maladies, mais l'honnêteté pourrait empêcher leur propagation. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, regardant la ville que j'appelais ma maison depuis 2 décennies. Quelque part là-dehors, Vanessa appelait probablement Eden, essayant de limiter les dégâts. Quelque part là-dehors, leurs amis menaient leur vie normale, ignorant que le mariage Harper venait de devenir l'épicentre d'une épidémie d'un tout autre genre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanessa. Il faut qu'on parle. J'ai répondu. On vient de le faire. On se voit à 15h pour ton rendez-vous. L'impensable. La matinée s'est étirée devant moi, remplie de rendez-vous de routine et de problèmes ordinaires. Les résultats de laboratoire préoccupants de Madame Peterson. Le poignet cassé de Tommy Martinez en skateboard. Le suivi de grossesse de Sarah Chen. Des gens normaux avec des problèmes normaux menant des vies normales. Je les enviais tous. À 15h, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le réseau de commérage de notre petite ville. Frankie a répondu à 3 appels d'amis inquiets s'informant du rendez-vous d'urgence de Vanessa, et Madame Wilkes, notre voisine de 70 ans, était déjà passée avec un gratin au cas où quelqu'un ne se sentirait pas bien. Dans une ville de 12 000 habitants, les secrets avaient la durée de vie d'un éphémère. Vanessa est arrivée pile à l'heure, sa ponctualité habituelle ressemblant maintenant à une performance. Elle avait troqué son tailleur pantalon contre un jean et un pull, comme si des vêtements décontractés pouvaient rendre ce rendez-vous moins significatif. Madame Harper, dit Frankie avec une froideur professionnelle. Le docteur va vous recevoir. La salle d'examen semblait plus petite avec Vanessa à l'intérieur, l'espace familier soudainement chargé de 18 ans d'histoire commune et de trahison récente. Elle s'est assise sur le bord de la table d'examen, ses jambes se balançant légèrement comme un enfant nerveux. Je vous ai programmé un bilan IST complet, dis-je en enfilant des gants en latex. Analyse de laboratoire, culture, tout le spectre. Greg, pouvons-nous s'il te plaît parler de ça comme des adultes? C'est ce que nous faisons. Je suis votre médecin en ce moment, et vous êtes ma patiente, rien de plus. J'ai prélevé des échantillons avec le même détachement clinique que j'avais utilisé sur des milliers d'autres patients. J'ai étiqueté les flacons avec son nom et sa date de naissance, des informations que j'avais autrefois connues par cœur dans un contexte complètement différent. Les résultats reviendront dans 3 à 5 jours, dis-je en retirant mes gants. Je vous appellerai avec les résultats. C'est tout? Tu ne vas pas me crier dessus, jeter des objets, exiger des explications? Je me suis assis en face d'elle, le bureau créant une barrière qui semblait à la fois professionnelle et nécessaire. Vanessa, j'ai passé la matinée à chercher des avocats spécialisés en divorce. Cet après-midi, je rencontre un détective privé. Ce soir, je change les serrures de la maison. Que voudrais-tu que j'explique? Son sang-froid s'est finalement fissuré. 18 ans, Greg. 18 ans de mariage, et tu jettes tout ça par-dessus bord pour une erreur? Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est prendre 2 rendez-vous en même temps. Ce que tu as fait, c'est une série de choix délibérés qui ont mis nos 2 vies en danger. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Eden et moi, nous étions juste amis au début. Il comprenait la pression que je subissais au travail, le stress du lancement du nouveau produit. Tu étais toujours occupé avec tes patients, jamais disponible quand j'avais besoin de soutien. Alors,
tu as décidé de trouver du soutien dans son lit. Elle a tressailli. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment, Vanessa? Aide-moi à comprendre comment dépenser 6500 € pour un week-end romantique avec un autre homme, c'était une question de besoin de soutien. Les larmes ont commencé à couler. Le genre de larmes qui m'avait autrefois poussé à la réconforter, à promettre que quoi qu'il arrive, nous arrangerions les choses ensemble. Maintenant, elle ressemblait juste à de la manipulation. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie, y travailler. Je couperai tout contact avec Eden. Tu couperas tout contact avec l'homme qui t'a peut-être transmis une maladie mortelle. Quelle générosité. Le test VIH pourrait être faux. Les faux positifs, ça arrive. C'est vrai. Mais les relevés de cartes de crédit ne mentent pas. Les reçus d'hôtel non plus. Et les photos sur ses réseaux sociaux non plus. Son visage est devenu blanc. Quelle photo? J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'aux captures d'écran que j'avais prises. Eden au Grand Harbor Resort. Eden levant une coupe de champagne. Le reflet d'Eden dans un miroir avec la main d'une femme visible sur sa poitrine, portant le bracelet que je lui avais offert pour notre anniversaire. Tu as documenté ta liaison sur Instagram. Tu pensais que je ne les verrais jamais? Elle a fixé l'écran du téléphone comme si c'était un serpent. Greg, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Cette histoire avec Eden, c'était juste pour l'excitation, la nouveauté. Ça ne signifiait rien. Ça signifiait assez pour risquer notre mariage, notre santé, le respect de nos enfants. Les enfants ne savent pas, ils le sauront. Sophie rentre de l'université ce week-end. Ethan n'arrête pas de demander pourquoi tu n'es jamais à la maison pour le dîner. Qu'est-ce que tu comptais leur dire exactement? Elle a glissé de la table d'examen, se dirigeant vers moi avec la même grâce calculée qu'elle utilisait en réunion. On n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ça peut rester entre nous. On peut y travailler en privé. Vanessa, arrête. Mais elle a continué à s'approcher, tendant vers moi des mains qui avaient touché un autre homme, des lèvres qui avaient embrassé quelqu'un d'autre, des yeux qui avaient regardé Eden Brooks avec l'amour et le désir qui m'appartenaient autrefois. Ne me touche pas, les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu, mais ils l'ont stoppé net. Elle est restée là, les bras à moitié tendus, l'air d'avoir été giflée. Tu ne me laisses même pas te toucher? Tu es peut-être infecté par le VIH. Tu as couché avec un autre homme pendant des mois. Pourquoi te laisserais-je me toucher? La réalité clinique de la situation semblait la frapper pour la première fois. Elle n'était pas seulement une épouse qui avait fait une erreur. Elle était un vecteur potentiel de maladie, un rappel ambulant de chaque choix qui nous avait menés à cette pièce stérile, ces gants en latex, cette distance professionnelle entre des gens qui partageaient tout autrefois. Je me ferai tester, dit-elle doucement. Je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas, je ne nous abandonne pas, Vanessa. Tu l'as déjà fait. Après son départ, je suis resté seul dans la salle d'examen, entouré des outils de mon métier. Tensiomètre et otoscope, abaisse-langue et marteau à réflexe. Tout le nécessaire pour diagnostiquer ce qui ne va pas dans le corps humain. Si seulement il y avait des outils pour diagnostiquer ce qui ne va pas dans le cœur humain. Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma fille. Salut, Sophie. Papa. Maman m'a appelé. Elle est vraiment bouleversée. Elle a dit que vous aviez des problèmes, mais elle n'a pas voulu me dire de quel genre. Sophie avait 20 ans, étudiante en pré-droit à l'université de Boston. Elle avait l'intelligence de sa mère et le sens de la justice de son grand-père, ce qui signifiait qu'elle sentait les mensonges à des kilomètres. Nous avons des problèmes, ma chérie. De graves problèmes. Vous allez divorcer? La question flottait là, attendant une réponse qui changerait tout pour notre famille. Sophie et Ethan avaient grandi dans un foyer stable avec des parents qui se disputaient parfois mais qui arrangeaient toujours les choses. Ils n'avaient jamais eu à choisir leur camp, à partager les vacances ou à expliquer à leurs amis pourquoi papa vivait dans un appartement de l'autre côté de la ville. Probablement. Oh, papa. Sa voix s'est un peu brisée. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a fait des choix avec lesquels je ne peux pas vivre. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il y a quelqu'un d'autre? Ma fille, la future avocate,
à l'endroit au cœur du problème. Oui. Je rentre ce week-end. Ne prenez pas de grandes décisions avant que j'arrive. D'accord, Sophie, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger. Peut-être pas, mais je peux être là pour vous deux. Après avoir raccroché, j'ai appelé Ethan à son lycée. En terminale, il avait 1 heure d'études en dernière période et pouvait généralement prendre des appels. Papa, quoi de neuf? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu rentrer directement après les cours? Bien sûr. Tout va bien? On en parlera quand tu seras à la maison. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un flou de rendez-vous de routine et de problèmes ordinaires. Mais en dessous de tout ça, je sentais les fondations de ma vie bouger, se fissurer, se préparant à s'effondrer entièrement. À 18 h, j'ai conduit jusqu'à la maison victorienne qui avait été notre sanctuaire pendant 15 ans. L'endroit où nous avions élevé nos enfants, organisé des dîners, célébré les fêtes et les anniversaires. L'endroit où Vanessa avait planifié sa stratégie de sortie pendant que je travaillais tard pour payer sa trahison. Ethan attendait dans la cuisine, grand et dégingandé à 17 ans, me ressemblant de plus en plus chaque jour. Il avait mes cheveux sombres et mon expression sérieuse, mais l'esprit vif et l'aisance sociale de sa mère. Papa, tu as une mine affreuse. Merci. C'est exactement ce que tout homme d'âge moyen veut entendre. Désolé, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Maman pleure toute la journée et elle ne veut pas me dire pourquoi. Je me suis assis en face de lui à la table de la cuisine où nous avions pris des milliers de repas en famille, où les devoirs avaient été faits, les disputes réglées et les rêves partagés. Ta mère et moi, nous allons divorcer. Il m'a fixé un long moment, traitant l'information. Parce qu'elle a une liaison. Maman? Sa voix s'est brisée d'incrédulité. Maman te trompe? Depuis plusieurs mois, oui. Avec qui? Quelqu'un de son travail. Ethan est resté silencieux un moment, regardant ses mains. Finalement, tu vas bien? Non, mais ça ira. Est-ce qu'elle déménage? Nous n'avons pas encore réglé les détails, mais oui, probablement. Je peux rester avec toi? La question m'a frappé plus durement que tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Mon fils choisissant son camp dans une guerre qu'il n'avait pas commencée. Ethan, tu n'as pas à choisir. Si, je dois. Et je te choisis, toi. Cette nuit-là, après qu'Ethan soit monté dans sa chambre pour digérer la nouvelle, je suis resté assis dans mon bureau, entouré des preuves de la trahison de ma femme. Relevé de cartes de crédit, relevé téléphonique, capture d'écran des réseaux sociaux, la trace écrite de la destruction d'un mariage. Demain, je rencontrerai le détective privé. Demain, je commencerai la procédure légale qui diviserait nos biens, nos dettes, la vie de nos enfants. Demain, je commencerai le travail de reconstruction sur les ruines de 18 ans. Mais ce soir, je me suis permis de pleurer ce que nous avions perdu, ce que nous n'avions jamais été, ce que nous ne serions plus jamais. Dehors, le vent d'octobre secouait les fenêtres de notre vieille maison, et je me suis demandé si Vanessa était quelque part, éveillée, pensant à la vie qu'elle avait jetée pour quelques mois d'excitation avec un homme qui aurait pu la tuer. D'une manière ou d'une autre, j'en doutais. Le bureau du détective privé était situé au-dessus d'un restaurant chinois sur la rue principale, le genre d'endroit devant lequel on passe 1000 fois sans le remarquer. Jack Sullivan était exactement ce que le casting central commanderait pour un détective de petite ville, costume froissé, cravate tachée de café, des yeux qui en avaient trop vu et croyaient en trop peu de choses. Dr Harper. Il m'a désigné une chaise en face de son bureau. Frankie Martinez m'a recommandé, elle a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide pour une situation délicate. Je lui ai tendu le dossier que j'avais compilé. Ma femme a une liaison. J'ai besoin de documents pour la procédure de divorce. Il a feuilleté les preuves, relevé de cartes de crédit, relevé téléphonique, capture d'écran des réseaux sociaux. C'est assez complet. De quoi d'autre avez-vous besoin de ma part? Je veux tout savoir. Depuis combien de temps ça dure, où ils se rencontrent, qui est au courant? Je veux savoir s'il y en a d'autres. Et je veux savoir ce qu'elle prépare. Ce qu'elle prépare? Ma femme n'est pas stupide, monsieur Sullivan. C'est une dirigeante en biotechnologie habituée à gérer des situations complexes. Elle ne va pas se laisser faire dans un divorce. Elle prépare quelque chose. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant.
Vous avez l'air d'un homme qui a bien réfléchi à la question. Je suis médecin. Je crois en un diagnostic approfondi avant le traitement. Et quel genre de traitement envisagez-vous? Je veux qu'elle sorte de ma vie avec un minimum de dommages pour mes enfants et mon cabinet. Il a hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Mon tarif est de 460 € par jour plus les frais. J'aurai besoin d'une provision de 1850 €. J'ai fait le chèque. La première de nombreuses dépenses dans la dissolution de mon mariage. Encore une chose, Dr Harper. D'après mon expérience, quand les mariages explosent de manière aussi spectaculaire, ça a tendance à devenir très sale. Vous êtes sûr de vouloir vous engager sur cette voie? Monsieur Sullivan, ma femme a passé des mois à me mentir, à me voler et à m'exposer à des maladies potentiellement mortelles. La voie a déjà été choisie. L'avocate que j'ai rencontrée, Patricia Kellerman, était la meilleure avocate en divorce de 3 comtés. Son bureau donnait sur la place de la ville où les touristes venaient photographier notre charme pittoresque de la Nouvelle-Angleterre, ignorant les drames qui se jouaient derrière nos façades parfaites. Dr Harper, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés. Vous avez un dossier solide pour adultère, qui est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état. Patricia avait la cinquantaine, des cheveux gris acier et le genre d'intelligence vive qui rendait nerveux l'avocat adverse. Elle avait géré le divorce de mon collègue 3 ans plus tôt et avait la réputation d'être minutieuse, agressive et chère. À quoi puis-je m'attendre en termes de partage des biens? Cela dépend de plusieurs facteurs. La durée de votre mariage, les biens acquis pendant le mariage, si elle a contribué à la construction de votre cabinet. La bonne nouvelle, c'est que l'adultère peut affecter les calculs de la pension alimentaire. Et la mauvaise nouvelle? Elle va se battre. Les femmes dans sa position le font généralement. Elle invoquera l'abandon émotionnel. Dira que vous n'étiez jamais à la maison. Se peindra comme l'épouse négligée qui a fait une erreur. Et les enfants? Sophie a plus de 18 ans, donc la garde n'est pas un problème. Pour Ethan, le tribunal tiendra largement compte de ses préférences. D'après ce que vous m'avez dit, ça ne devrait pas être un problème. Nous avons passé 2 heures à examiner les finances, les listes de biens et la stratégie. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais une idée claire de ce à quoi ressemblerait l'année à venir. Cher, l'aide est nécessaire. Ce soir-là, Sophie est rentrée de l'université, sa Honda Civic chargée de linge et de manuels. Elle m'a serré fort dans ses bras dans l'allée, et je pouvais sentir sa tension. Où est maman? Elle reste chez Mélanie pour l'instant. Tu lui as parlé? Seulement pour des choses pratiques, des rendez-vous, des horaires. Nous sommes entrés à l'intérieur, où Ethan attendait. Sophie a regardé autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Les photos de famille, les photos de mariage, les preuves accumulées d'une vie construite ensemble. C'est tellement bizarre, a-t-elle dit. Je n'arrête pas de m'attendre à ce que maman descende les escaliers en se plaignant du travail ou en demandant si quelqu'un a commencé à préparer le dîner. Elle pourrait encore le faire, a dit Ethan. Papa a changé les serrures, mais elle a probablement un avocat qui travaille là-dessus. Tu as changé les serrures? Sophie m'a regardé avec surprise. Elle a renoncé à son droit d'aller et venir à sa guise quand elle a commencé à amener son petit ami dans notre lit. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu, mais j'en avais assez de protéger les sentiments des autres alors que les miens étaient systématiquement détruits. Papa, la voix de Sophie était douce. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es en colère. Mais elle est toujours notre mère. Et je suis toujours votre père. Le père qui a travaillé 60 heures par semaine pendant que votre mère dépensait notre argent dans des chambres d'hôtel avec son petit ami. Depuis combien de temps ça dure? A demandé Ethan. Au moins 6 mois, probablement plus. On le connaît? A demandé Sophie. Eden Brooks. Il travaille dans son entreprise. Le type avec la Tesla? La voix d'Ethan était pleine de dégoût. Je l'ai rencontré au pique-nique de l'entreprise l'été dernier. Un vrai crétin. C'est bien dit, ai-je dit automatiquement, puis j'ai réalisé à quel point cela sonnait ridicule vu les circonstances. Sophie s'est recroquevillée à sa vieille place sur le canapé, la même où elle s'asseyait pour l'aide aux devoirs et les discussions à cœur ouvert pendant tout le lycée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on trouve un moyen d'être une famille sans elle. Elle veut rentrer à la maison, dit Sophie doucement. Elle m'a appelé 3 fois aujourd'hui en pleurant,
disant qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle voulait arranger les choses. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Je sais que ce qu'elle a fait était horrible, mais 18 ans de mariage, ça doit compter pour quelque chose. Je me suis assis en face de mes enfants, regardant leur visage, l'inquiétude sincère de Sophie, la colère tranquille d'Ethan, tous deux essayant de digérer la destruction du seul foyer stable qu'ils aient jamais connu. Laissez-moi vous poser une question, dis-je. Si quelqu'un venait vous voir et vous disait qu'il vous ment depuis des mois, qu'il vous vole votre argent, vous expose à des maladies et couche avec quelqu'un d'autre, mais qu'il était vraiment désolé et voulait une autre chance. Que feriez-vous? Je l'enverrai au diable, a dit Ethan immédiatement. Ethan. Sophie lui a lancé un regard. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Elle a triché. Elle a menti. Elle a choisi un type au hasard plutôt que papa, plutôt que nous, plutôt que tout ce que nous avons construit en tant que famille. Pourquoi ce serait compliqué? Parce que c'est notre mère et que les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, dis-je. C'était un choix. De multiples choix faits sur plusieurs mois. Chacun une décision de faire passer ses propres désirs avant le bien-être de notre famille. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Dr Harper, c'est Eden Brooks. Il faut qu'on parle. C'est important. J'ai montré le SMS à Sophie et Ethan. Tu vas répondre? A demandé Sophie. Que pourrait-il bien avoir à me dire que j'aurais envie d'entendre? Peut-être qu'il veut s'excuser, a-t-elle suggéré. Peut-être qu'il veut te prévenir de quelque chose, a dit Ethan, sa voix plus sombre. J'ai tapé, nous n'avons rien à nous dire. La réponse est venue immédiatement. C'est à propos de Vanessa. Elle prépare quelque chose. Vous devez savoir. J'ai fixé l'écran, me souvenant de l'avertissement de Sullivan sur le fait que les choses pourraient devenir sales. Qu'est-ce que ça dit? A demandé Sophie. Je leur ai montré. Tu dois le rencontrer, a dit Ethan. Si maman prépare quelque chose, tu dois savoir ce que c'est. Je ne vais pas prendre de conseils de l'homme qui a détruit mon mariage. Tu ne prends pas de conseils, a dit Sophie. Tu recueilles des informations. Connaître son ennemi, non. La phrase m'a frappé comme une gifle froide. Quand ma femme était-elle devenue mon ennemi? Mais en regardant les visages de mes enfants, j'ai réalisé qu'ils avaient raison. Quoi que Vanessa prépare, je devais être prêt. J'ai tapé, demain, 14 h, mon bureau. Merci, est venue la réponse immédiate. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le lit que j'avais partagé avec Vanessa pendant 15 ans, fixant le plafond et me demandant quelle nouvelle en faire le lendemain à Portrait. Dehors, le vent d'octobre hurlait à travers les branches nues, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle une vie pouvait changer. Il y a 24 heures, j'étais un homme marié avec un cabinet prospère et une famille stable. Ce soir, j'étais un père sur le point de divorcer, se préparant à rencontrer l'amant de sa femme pour discuter de ses plans pour ma destruction. Parfois, la vie va si vite qu'on a à peine le temps de suivre ses propres désastres. Eden Brooks avait une mine affreuse quand il est entré dans mon bureau l'après-midi suivant. L'assurance arrogante avait disparu, remplacée par les épaules voûtées et les yeux fuyants d'un homme qui avait vu son avenir et l'avait trouvé peu réjouissant. Dr Harper, merci de me recevoir. Vous avez 5 minutes. Il s'est assis en face de mon bureau, dans le même fauteuil où il avait reçu son diagnostic de VIH quelques jours plus tôt. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Vanessa prévoit de vous détruire, a-t-il dit sans préambule. Je m'en doutais. Quelle est sa stratégie? Elle va prétendre que vous l'avez maltraitée émotionnellement, peut-être physiquement. Elle a documenté des choses, pris des photos de bleus qu'elle prétend que vous avez causées, enregistré des conversations où elle affirme que vous l'avez menacée. Je me suis adossé à ma chaise. Intéressant. Intéressant, étant donné que je n'ai jamais levé la main sur elle et que nos conversations ont été remarquablement civiles compte tenu des circonstances. Les bleus viennent de nos activités. Elle aime quand c'est un peu rude parfois, mais elle va dire qu'ils viennent de vous. Et les enregistrements. Modifiés. Elle vous a provoqué, essayant de vous faire dire quelque chose de menaçant, puis elle a coupé le contexte. Pourquoi me dites-vous ça? Il s'est passé les mains dans les cheveux, l'air plus vieux que ses 42 ans. Parce que je suis en train de mourir, Dr Harper. Le VIH n'est que le début. J'ai des complications, des infections opportunistes. Mon système immunitaire est fichu.
Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? J'ai réfléchi à la question. Vous êtes un être humain face à un diagnostic terminal. Ça ne veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous avez fait à ma famille. Vanessa ne sait pas à quel point je suis malade. Elle pense qu'on va partir ensemble vers le soleil couchant une fois qu'elle aura obtenu la moitié de vos biens dans le divorce. Et vous avez des doutes sur ce plan? J'ai des doutes sur tout. Il s'est penché en avant. Docteur Harper, je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vanessa n'est pas la femme que vous avez épousée. Peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Elle est calculatrice, manipulatrice, et elle se fiche de qui est blessé tant qu'elle obtient ce qu'elle veut. Y compris vous. Surtout moi. Quand elle découvrira que je suis en train de mourir, je deviendrai un handicap, quelqu'un qui en sait trop sur ses plans. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie. En tant que médecin, j'avais appris à lire les gens, à repérer les indices qui indiquaient un mensonge ou une omission. Eden avait l'air sincèrement effrayée. Qu'est-ce qu'elle prépare exactement? Elle va d'abord demander le divorce, en invoquant la violence et le traumatisme émotionnel. Elle a Mélanie et d'autres amis prêts à témoigner de votre comportement contrôlant et de sa peur pour sa sécurité. Elle va demander la maison, une pension alimentaire et la moitié de votre cabinet. Elle peut demander ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle l'obtiendra. Elle prévoit également de déposer une plainte auprès de l'ordre des médecins, affirmant que vous avez violé la confidentialité des patients lorsque vous lui avez parlé de mon diagnostic. Cela m'a glacé le sang. Une plainte à l'ordre des médecins pourrait détruire ma carrière, même si elle était finalement infondée. L'enquête seule serait coûteuse et prendrait du temps. Et la publicité pourrait ruiner ma réputation dans une petite ville où la confiance était primordiale. C'est une accusation grave. Elle le sait. Elle compte sur le fait que vous serez trop inquiet pour votre carrière pour vous battre agressivement. Et qu'est-ce que vous y gagnez en m'avertissant? Peut-être que je dormirai mieux la nuit en sachant que j'ai fait une chose décente avant de mourir. J'ai regardé cet homme qui avait contribué à détruire mon mariage, qui m'offrait maintenant de m'aider à sauver ce qui restait de ma vie. La situation était si surréaliste que j'ai failli rire. Quel genre de preuves avez-vous? Il a sorti son téléphone, a fait défiler des messages. Des conversations par SMS où elle parle de ses plans. Des enregistrements d'appels téléphoniques où elle discute de sa stratégie avec Mélanie. Des photos qu'elle a prises d'elle-même avec du maquillage pour simuler des bleus, répétant son rôle de victime. Pourquoi l'auriez-vous enregistré? Je suis dans la vente depuis 20 ans, Dr Harper. Je garde toujours une trace des conversations importantes. Il a transféré les fichiers sur une clé USB, me l'a tendu par-dessus le bureau. Tout est là-dessus. Utilisez-le comme vous voulez. Que voulez-vous en retour? Rien. Je serai mort dans 6 mois. Que pourrais-je bien vouloir? Je suis resté seul avec la clé USB, pesant mes options. Je pouvais l'ignorer, prétendre que la rencontre n'avait jamais eu lieu, et faire face à tout ce que Vanessa me jetterait, les mains propres. Ou je pouvais utiliser ces informations pour me protéger, ainsi que mes enfants, d'une femme qui était apparemment prête à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. J'ai branché la clé. Le premier fichier était une conversation par SMS entre Vanessa et Mélanie. Vanessa, le maquillage des bleus est vraiment convaincant. J'aurais dû être actrice. Mélanie, n'oublie pas de prendre des photos sous différents angles. Fais en sorte que ça ressemble à un schéma de violence. Vanessa, Greg va être tellement choqué quand je déposerai la demande la première. Il se croit si malin avec sa petite enquête. Mélanie, et la plainte à l'ordre des médecins? Vanessa, c'est mon option nucléaire. S'il se bat trop fort, je détruirai sa carrière. J'ai fait défiler des dizaines de messages similaires, chacun révélant un niveau de calcul et de méchanceté que je n'avais jamais soupçonné chez la femme que j'avais épousée. Ce n'était pas une épouse qui avait fait une erreur. C'était une prédatrice qui planifiait ma destruction depuis des mois. Les enregistrements étaient encore pires. La voix de Vanessa discutant de sa stratégie avec Mélanie comme si elle planifiait une prise de contrôle d'entreprise. L'astuce est de le faire passer pour l'agresseur. Les hommes perdent toujours au tribunal des affaires familiales quand il y a de la violence. J'ai juste besoin d'être convaincante. Et s'il a des preuves de la liaison? Et alors? L'adultère n'est qu'un motif de divorce. La violence est un motif de poursuite pénale.
J'ai écouté ma femme de 18 ans discuter calmement de la façon de me faire accuser de crimes que je n'avais jamais commis. De la façon de détruire ma réputation et ma carrière. De la façon de monter mes propres enfants contre moi. La femme dans ces enregistrements était une étrangère. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia Kellerman. J'ai besoin de vous voir demain matin. Session d'urgence. Que s'est-il passé? La stratégie juridique de ma femme. Nous devons ajuster notre approche. Quel genre d'information? Le genre qui change toute la donne. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Patricia avec la clé USB et une transcription imprimée des conversations les plus accablantes. Mon Dieu, a-t-elle murmuré en lisant les messages. Elle prévoit de commettre un parjure, de faire de fausses déclarations à la police et de déposer des plaintes frauduleuses auprès de l'ordre des médecins. Pouvons-nous utiliser ça? Absolument. C'est la preuve d'une conspiration en vue de commettre une fraude. Nous pouvons déposer une requête préventive, prendre de l'avance sur ces accusations. Et la source? L'information vient de son amant, un homme mourant qui n'a rien à perdre et une conscience coupable. Ça le rend en fait plus crédible, pas moins. Nous avons passé 3 heures à élaborer une stratégie qui retournerait le propre plan de Vanessa contre elle. Quand j'ai quitté le bureau de Patricia, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. Cet après-midi-là, j'ai appelé Sophie et Ethan dans mon bureau à la maison. J'ai besoin de vous montrer quelque chose, dis-je en leur tendant des extraits imprimés des conversations les plus pertinentes. Mais je veux que vous compreniez que ce sera difficile à lire. Sophie a commencé à lire à voix haute pendant qu'Ethan regardait par-dessus son épaule. J'ai regardé leur visage changer alors qu'ils assimilaient les mots de leur mère. J'ai vu le moment où le choc a cédé la place à la colère, puis à quelque chose de plus dur. Elle allait mentir en disant que tu la frappais. La voix de Sophie était à peine un murmure. D'après ça, oui. Et te causer des ennuis avec ta licence médicale. C'était le plan. Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, je savais qu'elle avait triché, mais ça. C'est diabolique. Elle est toujours votre mère, dis-je, bien que les mots sonnent creux. Non, dit fermement Sophie. Notre mère ne ferait pas ça. Notre mère n'essaierait pas de détruire notre père avec des mensonges et de fausses preuves. Je ne sais pas qui est cette femme, mais ce n'est pas notre mère. Cette nuit-là, alors que je me préparais pour ce qui serait sans aucun doute le combat de ma vie, j'ai réalisé que Vanessa avait fait une erreur de calcul cruciale. Elle avait supposé que je serais passif, que j'accepterais n'importe quelle punition qu'elle déciderait de m'infliger pour éviter le conflit. Elle avait oublié que j'étais un médecin, entraîné à diagnostiquer les problèmes et à les traiter agressivement si nécessaire. Et elle était définitivement un problème qui nécessitait un traitement agressif. Vanessa a demandé le divorce un jeudi matin, accompagné d'une demande d'ordonnance restrictive affirmant que je l'avais maltraitée physiquement et émotionnellement tout au long de notre mariage. À midi, le palais de justice local bourdonnait de la nouvelle que le docteur Greg Harper était accusé de violence domestique. Je voyais des patients quand Patricia a appelé. Ils ont agi vite, a-t-elle dit. Audience d'urgence cet après-midi à 14 h. Elle demande l'usage exclusif du domicile conjugal, une pension alimentaire temporaire et l'ordonnance restrictive. L'ordonnance temporaire a été accordée sur la base de sa déclaration sous serment. Tu ne peux pas t'approcher à moins de 150 mètres d'elle ni la contacter directement. Je sentais les murs se refermer, exactement comme Vanessa l'avait prévu. En une matinée, elle m'avait dépeint comme une figure menaçante et s'était positionnée comme la victime. Si je n'avais pas eu les informations d'Eden, j'aurais été complètement pris au dépourvu. Patricia, il est temps d'abattre nos cartes. Toutes? Absolument toutes. L'audience au tribunal se tenait dans une salle comble, ce qui était inhabituel pour une procédure de relations familiales. La nouvelle s'était répandue en ville que l'un de leurs médecins les plus respectés était accusé de battre sa femme. Je sentais les regards et les chuchotements alors que j'entrais avec Patricia. Vanessa était assise à la table du demandeur avec son avocat, Marcus Webb, un avocat à accent graveleuil de Boston spécialisé dans les divorces très conflictuels. Elle était vêtue sobrement, maquillée pour accentuer les faux bleus qu'elle avait créés, jouant son rôle à la perfection. Le juge Morrison a ouvert l'audience. Nous sommes ici pour une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive et une pension temporaire. Madame Harper, votre avocat peut procéder. Webb s'est levé, tout en indignation vertueuse. Votre honneur,
Ma cliente a enduré des années de violence croissante de la part de son mari. Le docteur Harper a utilisé sa position d'autorité et ses connaissances médicales pour contrôler et intimider ma cliente, culminant par des violences physiques lorsqu'elle a finalement trouvé le courage de demander de l'aide. Il a présenté des photos des faux bleus de Vanessa, un enregistrement soigneusement édité d'une de nos conversations, et le témoignage de Mélanie sur mon comportement contrôlant. Madame Harper vit dans la peur, a conclu Webb. Elle a besoin de la protection de ce tribunal et du soutien financier nécessaire pour reconstruire sa vie. Le juge a examiné les preuves, puis m'a regardé. Docteur Harper, que répondez-vous à ces allégations? Patricia s'est levée. Votre honneur, nous nions complètement ces allégations. De plus, nous avons la preuve que Madame Harper a commis un parjure dans sa déclaration sous serment et a conspiré pour frauder ce tribunal. La salle d'audience a éclaté en chuchotements. Webb a bondi sur ses pieds. Objection. Ce sont des accusations graves et sans fondement. Votre honneur, a poursuivi Patricia, nous avons des enregistrements de Madame Harper discutant de la manière de fabriquer de fausses preuves de violence, des messages textes détaillant son plan pour piéger mon client, et des preuves photographiques d'elle créant de faux bleus avec du maquillage. Elle a remis la clé USB au greffier. Nous avons également la preuve que Madame Harper a entretenu une liaison extra-conjugale pendant des mois, en utilisant les biens matrimoniaux pour financer sa relation. Le juge Morrison a étudié les documents pendant plusieurs minutes tandis que la salle bourdonnait. Madame Harper, avez-vous créé de faux bleus dans le but de cette procédure? Votre honneur, C'est une question simple. Avez-vous utilisé du maquillage pour créer l'apparence de blessures qui n'existaient pas? Webb chuchotait frénétiquement à son oreille, mais elle était piégée. Les preuves étaient accablantes. Votre honneur, j'ai peut-être accentué certaines marques existantes. Accentué? La voix du juge Morrison portait le poids de 20 ans de magistrature. Madame Harper, vous avez soumis des preuves photographiques à ce tribunal sous serment. Me dites-vous que ces preuves sont fabriquées? Pas fabriquées, juste clarifiées. Maître, dit le juge à Webb, je vous suggère d'avoir une conversation sérieuse avec votre cliente sur les peines pour parjure. Il a rejeté la demande d'ordonnance restrictive et a programmé une audience complète pour la semaine suivante. En quittant le tribunal, j'ai vu Vanessa se disputer avec Webb sur le parking, son parfait numéro de victime se fissurant enfin sous la pression. Ça s'est mieux passé que prévu, a dit Patricia. Ce n'est pas fini. Elle va se regrouper et revenir plus fort. Elle avait raison. Ce soir-là, Sophie m'a appelé en larmes. Papa, maman m'appelle toute la journée, elle dit que tu as planifié ça depuis des mois, que tu as manipulé un homme malade pour qu'il mente sur elle. Elle dit que tu essaies de détruire sa carrière et sa réputation. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle est désespérée et effrayée, et que les gens désespérés font des choses stupides. Le lendemain matin apporta une nouvelle crise. L'ordre des médecins avait reçu une plainte alléguant que j'avais violé la confidentialité des patients en discutant du statut VIH d'Edenbrox avec ma femme. La docteure Elizabeth Chen, l'enquêtrice de l'ordre, a appelé pour fixer un entretien. Docteur Harper, vous comprenez que c'est une allégation grave. Si elle est prouvée, cela pourrait entraîner la suspension ou la révocation de votre licence. Je comprends parfaitement. J'ai aussi la preuve que cette plainte a été déposée dans le cadre d'une conspiration pour m'intimider lors d'une procédure de divorce. C'est une contre-accusation grave. J'ai des preuves sérieuses. Nous avons programmé l'entretien pour la semaine suivante, me laissant le temps de préparer une défense complète, mais le mal était déjà fait. 3 patients ont annulé leur rendez-vous, et je pouvais voir le doute dans les yeux des gens quand je traversais la ville. Vanessa détruisait systématiquement ma réputation, exactement comme elle l'avait prévu. Ce week-end-là, Ethan est venu me voir avec une nouvelle qui a tout changé. Papa, j'ai réfléchi à ce que maman a dit sur le fait que tu as manipulé Edenbrox pour qu'il mente. Et alors? Elle a raison sur une chose. Il est en train de mourir. Je l'ai cherché en ligne. Il a posté sur les réseaux sociaux à propos de son diagnostic, de son traitement, de son pronostic. D'accord. Mais voilà le truc. Il postait sur le fait d'être séropositif il y a 6 mois, bien avant que la liaison de maman ne commence. Je suis resté à regarder mon fils, traitant les implications. Tu es sûr? J'ai tout capturé. Maman n'a pas attrapé le VIH de lui. Elle savait qu'il était positif quand elle a commencé à coucher avec lui.
La révélation m'a frappé comme un coup physique. Vanessa n'avait pas été la victime d'une circonstance malheureuse. Elle s'était sciemment engagée dans un comportement à risque, puis m'avait exposé à une infection potentielle sans que je le sache ni que j'y consente. C'était une tentative d'homicide. J'ai appelé Patricia immédiatement. Ça change tout, a-t-elle dit après que j'ai expliqué. Si elle vous a sciemment exposé au VIH, c'est une violence aggravée dans cet état. On parle de possibles poursuites pénales. Je veux qu'elle soit arrêtée. Greg ralentit. J'ai vu ces accusations lancées plus souvent qu'on ne le pense. Réfléchis bien. Une fois qu'on passe au pénal, il n'y a pas de retour en arrière. Tes enfants devront regarder leur mère se faire arrêter, peut-être aller en prison. Sophie et Ethan écoutaient chaque mot. Ils ont tous les deux hoché la tête. Fais-le, a dit Sophie. Elle a fait ses choix. Lundi matin, je suis entré dans le bureau du procureur avec Patricia et un dossier plein de preuves. Mardi après-midi, Vanessa Harper était en état d'arrestation pour violence aggravée et conspiration en vue de commettre une fraude. Le journal local a publié l'histoire en première page, l'épouse d'un éminent médecin arrêté dans un complot de vengeance bizarre. En regardant Vanessa être emmenée, menottée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. La guerre était finie, et j'avais gagné. Mais la victoire avait un goût amer, car j'ai réalisé qu'en sauvant ma vie, j'avais dû détruire la mère de mes enfants et la femme que j'avais autrefois aimée plus que tout au monde. Parfois, la victoire et la défaite se ressemblent étrangement.